viel sehen will, als Deutschland geht es los! Contre le fascisme et la guerre, contre les ennemis de la République. Voilà donc initié la mobilisation et le regroupement des gauches internationales. 29 nations présentes à Amsterdam à la fin du mois d'août 1932. Henri Barbus et Romain Rolland entendus. Mais une polémique naît en France. Nouveau rassemblement salle Pleyel en juin 1933. Le mouvement Amsterdam Pleyel pour la paix consacre l'ébauche d'une première union. Un front commun, créé à l'initiative de l'ancien radical Gaston Bergerie, tente de réduire les dissensions au sein de la gauche française. Mais pour communistes et socialistes, ce n'est pas encore l'heure de l'entente. Agriculteurs, classe moyenne et ouvriers éreintés par la crise. Une majorité divisée, la valse des cabinets, les scandales financiers. Et la presse surtout, la presse qui s'acharne, se déchaîne contre les hommes. Et les ligues d'extrême droite qui lui font écho. Février 1934. L'émeute est le porte-voix de la révolte. Le fusilleur d'Aladier dépasse les semonces. Victime, le peuple, toujours victime. Alors, le 12 février, jour de grève générale pour la CGT, grande manifestation pour la SFIO. Le 12 février 1934, communistes, socialistes, une même place, les mêmes discours. L'Union populaire des gauches françaises. Le 12 février 1934, elle n'attendra plus qu'officiellement sa consécration. Il ne sera pas
La province soulevée tout entière, Paris, assemblée dans cette manifestation, signifie aux hommes du baptisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. La liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Un comité de vigilance des intellectuels antifascistes est constitué en mars 1934. Le drapeau tricolore, symbole glorieux des luttes de nos pères, est désormais réconcilié avec le drapeau rouge qui symbolise à la fois les sacrifices et les espérances du peuple. L'Internationale a désormais retrouvé dans les cortèges populaires drapeau tricolore et les symboles glorieux. Et c'est à la fin de l'année 1934 que le Parti communiste met au point de manière définitive sa conception du Front populaire. L'Internationale a désormais retrouvé dans les cortèges populaires sa sœur du peuple de France. 14 juillet 1935, journée de légitimité populaire. Nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Partout, cette nuit fut joyeuse et paisible. Ceux qui ont vu cette nuit-là ont été obligés de sentir la signification historique d'un moment qui marquait le terme d'une longue confusion et portait le présage d'une espérance nouvelle, la réconciliation du peuple et du pouvoir. En dépit des exhortations de la droite appelant les électeurs à se ressaisir entre les deux tours, l'avance des partis du Front populaire est confortable, avec une majorité de députés pour le Parti socialiste. Léon Blum sera le premier chef d'un gouvernement socialiste dans l'histoire de la France. Les communistes s'abstiendront d'y participer. Il faut aller vite. Un gouvernement radical socialiste est formé et entre en fonction dès juin 1936. 3 femmes en sont membres. Irène Joliot-Curie, Madame Brunswick, Suzanne Lacorre. Un programme précis et réformateur pour un peuple impatient. La célébration paradoxale de la victoire. Pour les travailleurs, en 1936, ça sera la grève. Plus d'1 mois de grève, en tout lieu de l'activité économique. Partis du Havre et de Toulouse. Le Front populaire, c'est leur victoire et leur espérance, pas celle des politiciens ou des syndicats. Un mouvement formidable de solidarité, bien plus que de contestation sociale ou d'insurrection. L'occupation des usines, les défilés, la mouvance bon enfant, le respect de l'outil de travail ont été l'expression d'une euphorie inquiète qui reprenait son souffle.
Ils ont été entendus et célèbrent leur légitimité nouvelle. 14 juillet 1936. Ça roule. Plus qu'une culture populaire de la laïcité et de la solidarité, plus que l'émergence des loisirs de masse, c'est un nouvel élan de la renaissance humaniste au XXe siècle, un enthousiasme nouveau à vivre pleinement sa condition. Poste alla vecchia. Bueno. Le gouvernement Blum, confronté au dilemme, décide la non-intervention. Les communistes ne le pardonneront pas. La cohésion du Front populaire s'en trouve ébranlée. Aviación! 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 En septembre, le gouvernement dévalue de 30%. L'opposition de droite sévit à la bourse, au Sénat, dans la presse. La calomnie se sert des difficultés du front comme d'un faire-valoir de sa campagne. De février 1937, date de la pause décrétée par Léon Blum à la chute du gouvernement en juin 1937, abandonnée par les sénateurs radicaux, la gauche change de cap. Concession aux banques, aux trusts, à la droite. Les masses populaires se sont senties trahies. Pendant une année encore, on parlera du Front populaire. En décembre 1937, Camille Chautemps, successeur de Blum, porte atteinte à la semaine des 40 heures. La classe ouvrière, bouc émissaire de la crise. Daladier revient au pouvoir. Allié à la droite, il brise la grève générale de novembre 1938 et dépasse les semonces. Je n'admettrai jamais que la guerre soit inévitable et fatale jusqu'à la dernière limite de mon pouvoir et jusqu'au dernier souffle de ma vie, s'il le faut. Je ferai tout pour la détourner de ce pays. Vous m'entendez bien?
pour écarter le risque présent de guerre. La guerre est possible quand on l'admet comme possible, fatale quand on la proclame fatale. Et moi, jusqu'au bout, je me refuse à désespérer de la paix et de l'action de la nation française pour la pacification de la France. Poste parisien. Quand sonne cette foule de marchés où se coudoient berbères, kabyles, mozabites, bédouins, arabes, juifs, chrétiens, européens, voilà l'image élémentaire de la communauté que forment 10 millions d'Algériens. Chez nous, il y avait des protestants, des juifs, des musulmans, il y avait de tout. On cohabitait, c'est ça qui était bien. Quand il y avait une fête, les Arabes nous portaient des mesmels, des macroudes, des gâteaux, hein? Ils se faisaient un plaisir. Quand c'était notre fête, nous aussi, on était gentils avec eux, je veux dire, on les acceptait, il y avait la fête, le défilé, ils étaient là, ils participaient. Chacun avait ses rites, chacun avait ses traditions, chacun avait ses coutumes, savait sa religion, et alors il y avait un respect absolu de tout cela. Hein. On dit français musulman pour dire c'est un arabe, c'est un algérien. Il n'est pas français. Moi je sais qu'on était 9 dans la famille, mon père suait pour nous faire vivre. Le pied noir ne ressentait pas cette misère. Ben, il était à l'aise. Il ne peut pas dire que nous étions en bon terme avec les Algériens. On était obligés, nous, de les supporter. Vous voyez, on n'avait pas les moyens de dire non, c'est pas comme ça. Ils doivent se rappeler toujours les belles choses. Et nous, on disait que c'est l'Algérie de papa, c'est-à-dire la belle vie. Et c'était fini, et ben, tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? On n'y est pour rien, nous, hein. Moi, j'aurais bien aimé, en étant gamin, de rester à l'école, de faire des études, et voilà. On m'a forcé. Quand j'étais à l'école, moi, il y avait à peine 4 ou 5 petites mouresses. Là, il aurait fallu scolariser. Bon, mais ça a été fait. Mais après, c'était trop tard. À travers le bled, de nouvelles écoles s'ouvrent de tous côtés.
tandis que dans les villes, les enfants musulmans, confondus avec tous leurs petits camarades français, poursuivent leurs études dans l'insouciance et la joie. C'était très important pour nous aller à l'école où il y avait des Européens. Parce que l'école réservée aux Algériens, aux indigènes comme on les appelait à l'époque, était différente de celle des petits Français. Connaissant un petit peu les possibilités des Algériens, vous savez, c'était une carrière au niveau de l'administration. Bon, ma foi, à partir des années 50, il y a eu quelques-uns qui ont percé, qui ont atteint les études supérieures, mais c'était une infime minorité. Il n'y avait pas tellement d'espoir de réussir des études supérieures. C'était beaucoup plus pour élever un niveau qui était très bas, et c'est tout. Les facteurs chez nous étaient tous arabes, hein. Oui, puis ça leur allait bien, ils étaient bien, ils étaient contents, ils étaient fonctionnaires, hein, Tous ces gens qui étaient surtout ouvriers agricoles, employés en quantité par les colons, mais ils étaient exploités, ils étaient employés de 4 heures ou 5 heures, 6 heures du matin, disons, allez, jusqu'à ce que la nuit tombe, et le dimanche, ça c'est pas une erreur, ça? L'Algérie recrute toujours plus de jeunes ingénieurs employés au projet d'agrandissement des ports. Il faut occuper ces situations. L'Algérie a besoin d'hydrauliciens, de moniteurs agricoles, de chercheurs, d'ingénieurs. Des carrières s'offrent à vous. Occupez-les. L'Algérie faisait vivre beaucoup de Français. Hein? C'est la vérité. Et puis il y a tout un tas de paramètres qui fait que l'Algérie était beaucoup plus stratégique pour la France que les autres pays. Mon père était un agriculteur. Travaillait pour le compte d'un colon. Donc lui, il touchait du doigt les vrais problèmes de la colonisation. L'humiliation, le mépris, l'exploitation. C'est un homme qui se levait à 4 heures du matin, il travaillait jusqu'à 20 heures pratiquement, pour un salaire de misère qui lui permettait de survivre. Il y a quand même nos grands-parents qui sont morts pour la France, je veux dire, à l'époque. Hein. Alors, ils étaient espagnols. Hein. Les Français de souche qui arrivaient en Algérie considéraient même ces Français espagnols comme des gens de seconde zone. Les exploités. Mon père ne savait même pas lire et écrire. Hein. Toute sa vie, il a trimé pour un salaire de misère, parce qu'il n'était pas patron, il était ouvrier forgeron. Non, je veux dire, parce qu'il ne faut pas s'imaginer... Non, mais je vais situer là... En Algérie, les Arabes étaient pauvres, les Européens étaient riches. Chez nous, il y avait 5-6 familles. Comme ça, grosse. Oui. Ils faisaient la pluie et le beau temps à l'Assemblée algérienne. Ils avaient le pouvoir politique, le pouvoir financier, ils avaient tout en main. Donc ils faisaient voter les lois qui leur convenaient à eux. Et c'est comme ça qu'ils ont commis des erreurs énormes en exploitant les Arabes. Et c'était inévitable ce qui s'est passé. Et ils l'ont pas compris. Quand ils l'ont compris, c'était déjà trop tard. C'est 90% de la population qui restait toujours exploitée. C'est ce qui a provoqué un peu le déclenchement de la révolution. En ce sens qu'après 1945, les responsables politiques algériens demandaient l'intégration à la France. On ne demandait pas grand-chose. Le peuple algérien demandait à être classé au même titre que les Français pieds noirs. Ça n'a pas marché. En 1957, la France a préparé la loi cadre qui prévoyait l'intégration des populations musulmanes. Mais c'était trop tard. Après, le sang avait coulé et il fallait l'indépendance. Toute l'Afrique était indépendante dès 1960. L'Algérie, ça a été différent. La France a opté pour la méthode dure. Le FLN avait proposé de négocier. Mitterrand, qui était ministre en 1956, Mitterrand avait dit la seule négociation, c'est la guerre. Depuis le début du drame algérien, on a souvent évoqué l'œuvre de la France en Algérie. Passé en revue tout ce qu'en un siècle, le génie occidental, le génie français, a implanté sur une terre où la succession des siècles avait à peine laissé plus de traces que le vent. On a dit et répété que d'un pays sans avenir, nos ingénieurs, nos constructeurs ont commencé à faire un pays moderne. Cela est irréfutable. Et c'est pourquoi des fanatiques rêvent d'anéantir ces preuves. Il faut ruiner ces fières constructions qui parlent d'avenir. De France, les bateaux arrivent chargés de troupes. Celles-ci débarquent aussitôt et viennent renforcer les effectifs qui vont s'efforcer de ramener l'ordre et le calme. Le début de la guerre, j'avais 12 ans.
J'étais tout enfant à l'école et le monde a changé d'un seul coup. On disait que les frères ont déclenché la guerre, ils sont là dans les maquis et tout. Peut-être que c'était nos voisins, on ne pouvait pas les connaître. Bon, on appelait ça à l'époque le terrorisme, mais pour nous c'était un peu, c'était une forme de lutte un peu spéciale, un peu particulière, et c'était comme ça. Hein. Dès que la guerre est intervenue, on a montré l'arabe du doigt, mais c'était pas forcément l'arabe du village, c'était le félaga, C'est l'arabe qui voulait nous foutre dehors. Oui, voilà. J'ai été amené à quitter le collège au mois de mai 1956, suite à l'appel à la grève du FLN, où tous les étudiants, tous les mouvements sportifs, tout ça, ont cessé toute activité pour marquer un petit peu leur attachement à la révolution. C'était une prise de conscience et en même temps un acte de foi. Ensuite, ça a été chez moi, l'armée de libération nationale, qui avait installé son refuge. Pour nous les jeunes, voyant des jeunes combattants de la liberté comme ça en armes, en tenue militaire, c'était quelque chose de formidable. Et on aspirait à être comme eux. Et on attendait l'âge pour les rejoindre. En ce qui me concerne, je n'ai rejoint le maquis que lorsque j'ai été dénoncé. Enfin, dénoncé non, j'ai été un peu grillé parce qu'il y avait un militant qui est tombé et sous la torture, il a parlé, il a dit c'est un tel. J'ai quitté la ville. Au début, c'était assez simple, j'étais comme agent de liaison entre les différents groupes. Ensuite, ça a été un peu le collecteur de fonds. Je suis monté un petit peu en grade, en responsabilité, pour ainsi dire. C'est le premier temps de la subversion. Un commissaire politique vient haranguer la population, débitant les mensonges fabriqués au Caire ou ailleurs, et procède à la mise en place d'une cellule terroriste comprenant une quinzaine d'individus. Un chef de village, un collecteur d'impôts, un juge chargé de condamner et d'égorger ceux qui n'obéissent pas, et un certain nombre de guetteurs armés de fusils de chasse, dont la mission est de surveiller les allées et venues des uns et des autres, et surtout les mouvements des forces de l'ordre. Menacé dans sa vie et dans ses biens, le douar a peur. Il obéit au maître de l'air. On avait beaucoup plus besoin d'un militant en ville qu'un militaire dans le maquis. Hein, l'effectif ne posait pas problème à l'époque. Hein. Et sans la participation des populations, les groupes armés ne pouvaient pas tenir dans les maquis. À partir de 1957, l'armée française a procédé au regroupement des populations. Ça, c'est un point qui passe souvent inaperçu, mais il a été très important dans la suite de la guerre, disons en ce sens que on a voulu couper la LN des populations. Il y avait énormément de populations qui vivaient dans les montagnes. La décision a été prise de rassembler ces populations et de les faire descendre des montagnes, et des camps de regroupement ont été construits et on les a mis dans ces camps. Des unités d'un type entièrement nouveau viennent d'apparaître dans l'armée française. Les compagnies de haut-parleurs et tracts, dont 3 sont déjà en action en Algérie. Ces compagnies, comprenant du personnel des 3 armées, mettent en œuvre des moyens d'information audiovisuels dans le cadre de la guerre psychologique. Leur mission, créer dans une masse humaine déterminée un choc psychologique susceptible de modifier profondément son état d'esprit. La guerre d'Algérie n'a pas été une guerre frontale. Ça a été une guérilla, ça a été une guerre psychologique. La France a utilisé ses moyens. Et elle a réussi à infiltrer, à noyauter des unités. C'était un peu le djihad, c'était la guerre sainte. L'Algérie était une terre d'islam. La religion, ça a été un catalyseur et un ciment entre les Algériens, contre l'occupant qui était d'ailleurs. L'occupant ne permettait pas grand-chose, l'Algérien. L'Algérien restait toujours musulman, pratiquant pour certains, mais dans un milieu familial. Chez moi, il y avait une mosquée, une école coranique, elle a été fermée. Juste au début des événements d'Algérie, de la guerre, par l'autorité administrative. En fait, les Algériens n'ont pas
n'ont pas lutté contre la France, mais contre un système colonial. Il n'y a pas de front, il n'y a pas de guerre. L'ennemi n'est nulle part et partout. Il s'agit d'être présent et de s'attaquer partout où on la trouvera à la cause première du mal, la cellule terroriste. Problème ardu. Ses membres sont là dans cette foule anonyme. Qui sont-ils? Comment les trouver? Il n'y a aucune règle absolue. C'est l'affaire de renseignement, d'astuce et de patience. Tous les gens suspects et susceptibles d'être des militants du FLN devaient être mis en camp de détention administrative, sans preuve, sans rien. Une décision du préfet, et comme ça il y a eu des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'Algériens. Une cartouche, un fusil de chasse, des renseignements aussitôt exploités. Le commando a trouvé la piste de son gibier qu'il va chasser jusqu'à la prise. La récupération de l'armement est l'objectif numéro 1. Armes saisies, vie humaine sauvée. À partir de 1956, le Maroc, la Tunisie étant indépendants, il y a eu une organisation d'approvisionnement en armement à partir de ces deux pays. Et ça a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans. Le temps que l'armée française installe les barrages électrifiés, et c'était bouché. Les groupes armés de l'intérieur récupéraient d'armement sur l'armée française. C'est aussi simple que ça. Chacun devait organiser sa lutte selon la région où il était, selon le terrain où il se trouvait, selon ses possibilités matérielles et tout. La décentralisation était totale. Le combattant qui se trouvait dans une ville donnée, s'il avait à faire quelque chose, il n'attendait pas les instructions de son chef qui se trouve à 2 jours de marche. C'est pas une armée classique. La mobilité des unités, l'autonomie d'action et tout ça, c'est en fait un peu la force de l'ALN. Quand on allait à Oran, la ville était quadrillée par des militaires partout, il y en avait partout, ça défilait. Et puis attention, quand je dis quadrillé, c'est fusil mitrailleur armé, c'était pas de la rigolade. Ouais, il y avait des zones bien délimitées. Autrement dit, les Arabes ne pouvaient pas venir en ville, dans la ville européenne, et les Français ne pouvaient pas se risquer, même à traverser. Et lorsqu'on traversait avec les voitures, on avait droit à des jets de pierre et les pare-brises qui volaient en éclats. Le FLN, c'est un front qui a rassemblé les nationalistes, les démocrates, les islamistes et le Parti communiste algérien. Avant 1954, l'expérience des partis politiques n'avait pas été bénéfique. Et on s'est dit, il faut un parti avec une seule direction politique. Le seul but, c'était l'indépendance du pays. Mais à partir de 1956, l'ampleur a été telle qu'il fallait organiser ça. Il y a d'abord eu une direction unifiée. Il y a une armée qui a été structurée. Il fallait développer la résistance et la guerre sur tous les plans. Économique, militaire, dans les maquis, en ville. En France, c'est là où la Fédération de France a été créée. Les pays communistes, on a accepté leur aide uniquement parce que stratégiquement parlant, on ne pouvait pas se permettre de leur dire restez où vous êtes. Mais l'idéologie communiste n'a pas été réellement perceptible durant la guerre de libération. Et pourtant, ce régime a trouvé audience auprès de la plus haute instance internationale. Cette assemblée écoute, sur la question algérienne, des débats où alternent l'inconscience des uns, les préjugés des autres. Ceux-ci pleurent sur la misère où la France maintient l'Algérie. D'autres, qui sont nos amis, hésitent à nous soutenir, parce que leur respect de certaines idées confine aux préjugés. Ils ont peine à croire à la sincérité de l'entente franco-algérienne. Et l'URSS, enfin, se permet de faire le procès de l'Algérie française. Il y avait une lutte, il n'y avait pas une contrepartie matérielle. C'était un engagement volontaire et s'il fallait aller à la fin, il fallait aller à la fin, quitte à sacrifier sa vie. Tout ce qui est politique était secondaire pour nous. Il y avait des gens qui s'occupaient de ça.
C'était le GPRA, le gouvernement provisoire, qui était installé en Tunisie, et c'était son rôle. Il est apparu qu'il fallait créer un gouvernement parce que en 58, même en France, il y a eu des changements politiques avec le 13 mai 58, la venue de De Gaulle et tout ça. Les responsables de la Révolution pensaient qu'en créant un gouvernement, le contact était plus facile. L'aventure de Suez abaisse encore le prestige français et accélère encore la désagrégation politique. Mais il semble maintenant que le peuple ait compris et qu'il soit prêt à réagir contre le déclin du régime. Et une fois encore, à l'appel de la France, le général de Gaulle répond présent. Tout le monde a été gaulliste à un certain moment. On a été pour lui, finalement. Moi, toi peut-être, moi non. Je n'étais pas par antimilitarisme d'abord. Alors, en France, De Gaulle a été très très habile. Est-ce que vous voulez la fin de la guerre d'Algérie, vous vous rendez compte? Enfin, mettez-vous à la place des gens de France, qui ont les enfants là-bas, qui se font tuer, etc. Moi le premier. Mais oui, tout de suite. Même si j'étais de gauche. Hein. Mais nous qui étions là-bas, quand on disait non, c'était pas non à l'indépendance. Hein. Non, c'était non au pouvoir, parce que De Gaulle, il avait tous les pouvoirs. Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Je vous ai compris, jusqu'à maintenant, personne n'a su, ni les pieds noirs, ni les Algériens. S'il avait compris les Algériens ou les pieds noirs. En fait, la situation était tellement pourrie qu'il fallait attaquer le problème au fond. On ne pouvait pas se permettre des mesures superficielles, des programmes économiques et tout ça. C'était déjà dépassé, ça. Non, je vous ai compris, ça veut dire je vous ai bien eu. Alors on se disait, bon mais, on va rester ici, quoi, il n'y a pas de problème. Je suppose que l'Algérie va connaître le sort de la Tunisie, ou celui du Maroc, où ça s'était très bien passé. C'est qu'on a été trompé. De Gaulle menait des discours ambigus. Un jour, il décide de venir en Algérie de faire la tournée des popotes. Et il va à Mostaganem. Et il prononce son discours, l'Algérie sera toujours à la France. En plus, on habite une région, Oran, qui avait bénéficié d'un plan, on appelait ça le plan de Constantine. Ils investissaient dans les infrastructures. Et nous, on était vraiment privilégiés à Oran, parce que voilà qu'en pleine guerre d'Algérie, on refait l'aéroport d'Oran, flambant neuf. Des routes, des autoroutes même, qui y mènent, pendant qu'il y a la pacification. Alors, on ne comprend plus, nous, on se dit... Si la France investit... Si elle investit quand même, on va rester. À sa descente d'avion, le général de Gaulle est accueilli par le général Salan, le général Jouot, le général Allard, par les membres du comité de salut public d'Algérie et du Sahara, le général Massu, M. Delbecq. C'était pas facile pour changer tout au niveau des mentalités, au niveau de l'armée, au niveau... De Gaulle a été amené par un groupe de personnes. Il y a les ultras, il y a les colons, il y a un tas de... Il y a les partis politiques, il y a l'armée et tout ça, qui n'étaient pas... À la fin, ce groupe n'était pas d'accord avec lui. Et De Gaulle, il a dû rencontrer des problèmes à ce niveau-là. Ça n'a pas mis tellement de temps parce que dès 59, il a proposé l'autodétermination. Il est arrivé en 58. Un an après, il propose l'autodétermination. Donc, un an, c'est pas beaucoup. J'ai pris au nom de la France la décision que voici. Les Algériens
disposeront librement de leur destin. Les milieux activistes d'Alger ont déclenché des incidents d'une gravité exceptionnelle. Après le lourd malaise qui pesait depuis un certain temps sur Alger, les manifestants répondant aux ordres du Front National français se rassemblaient dans les rues malgré un appel au calme de M. Paul Delouvrier. En quelques heures, derrière les drapeaux frappés de la croix celtique, les barricades se dressaient en 2 points d'Alger. Mauvais coup porté à la France devant le monde, suivant les propres termes du général de Gaulle dans son message à la population d'Alger, la fusillade qui allait éclater quelques instants plus tard devait faire, d'après un premier bilan, 25 morts et 140 blessés. C'est l'instant où l'armée ayant résolu un cas de conscience dramatique va s'efforcer de faire respecter la loi française sans verser le sang français. C'est à cet instant même que les insurgés d'Alger sont en train de perdre la partie. Certains Français de souche exigent que je renonce à l'autodétermination. Mais alors, pour imposer à la France, à l'État, à moi-même, leurs prétentions, certains à Alger sont entrés en insurrection, aidés initialement par les incertitudes complaisantes de quelques éléments militaires. Et s'appuyant sur les craintes, sur les passions fiévreuses, excités par les meneurs, ils obtiennent jusqu'à présent le soutien d'une partie de la population européenne. Progressivement, De Gaulle, par petites touches, un peu comme un peintre, là, clac, sur la palette, il ajoutait un petit peu plus et il lâchait de plus en plus de l'Est, jusqu'aux accords d'Évian. Alors là, quand ils ont parlé d'accords d'Évian, on a compris. Et c'est là qu'il y a eu la flambée de l'OS, quoi. C'est là qu'on a pris conscience, nous, que l'Algérie ne serait plus française, qu'elle serait indépendante, qu'on allait vivre des jours difficiles, mais qu'on ne pouvait pas faire autrement, quoi. Le FLN a dit OK, nous sommes pour l'autodétermination sous contrôle international de l'ONU, parce qu'il y avait une méfiance, et c'est normal. Parce que De Gaulle a conditionné ça par l'arrêt des combats. Et il a offert la paix des braves. Venez, rejoignez vos familles, déposez les armes. Mais ça ne marchait pas. Il demandait aux unités combattantes de se rendre, pratiquement. Il n'était pas question. C'est de bonne guerre. On demande le maximum pour avoir un minimum. Des deux côtés, ça a été pareil. Mais le fossé se creusait, moi je veux dire, à cause des Français, vers la fin, surtout vers la fin. Il y avait une minorité de Français qui voulaient surtout pas lâcher le village, l'Algérie. Souviens-toi qu'ils nous demandaient à nous, instituteurs, de faire grève, de ne pas enseigner aux enfants. On retrouvait sous la porte le matin en se levant, il y avait un petit papier avec des menaces. Si vous n'avez fait classe aujourd'hui, attention. Mais quand on leur disait, il faut quitter le pays, abandonner, et qu'est-ce que je vais faire? J'ai aucune qualification, qu'est-ce que je vais faire en France? Ils connaissaient personne, ils n'avaient personne, ils allaient être parachutés n'importe où, mais mettez-vous à leur place. C'est comme ça que l'OAS a recruté dans cette frange de la population. Ils ont recruté des pauvres gens qui n'y comprenaient rien à leur affaire. Et quand ça allait mal, ils ont laissé les pauvres bougres là-bas qui prenaient les armes contre les Arabes. C'est une catastrophe. Enfin bon. Alors moi je crois que De Gaulle est fautif là-dedans. Il a trompé les Français et même les Arabes. Lui il voulait se débarrasser de l'Algérie. Et il est allé trop vite. On ne met pas quand même 800 000 personnes comme ça dans la rue, je dis bien en plein air, dans un autre pays comme ça, avec des bateaux qui arrivent entassés, qu'on jette sur les ports comme ça, avec des familles complètement désagrégées, éclatées. L'abandon des barricades, la fin de la subversion signèrent le nouvel esprit dans lequel se réglerait le problème algérien. Et les accords d'Évian, avec la délégation du FLN, mirent le point final à cette douloureuse épreuve avec la proclamation de l'indépendance algérienne. La décision de l'ALN était de respecter les accords, quelles que soient les provocations de l'OAS. Malheureusement, entre le 19 mars 1962 et le 5 juillet, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes, assassinées gratuitement. On s'est dit, on met ça sur la facture de l'indépendance. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On ne peut pas imaginer un seul instant que l'indépendance de l'Algérie aurait provoqué une cassure
totale avec la France. Non. Pourquoi? Ça, c'est un peu les gens qui voulaient créer l'irréparable qui tenaient ce langage-là. On ne peut pas imaginer qu'une ancienne colonie se coupe définitivement avec la métropole. Il n'y avait pas de raison politique ni économique. Le débouché de l'Algérie, c'était la France. Hein? C'est des fous. Les gens de l'OAS, c'était des cinglés. Ils n'étaient pas conscients de leurs actes. S'il y a des gens qui doivent demander des comptes, c'est bien les Algériens. Eh ben oui, c'est eux qui sont morts, c'est pas les Français. Alors il faut qu'ils se taisent, qu'ils disent pas que l'Algérie c'est notre pays. D'accord, ils sont nés là-bas et tout, mais personne ne les a interdits de séjour. C'est eux qui ont voulu partir. Ils ont peur d'y retourner parce qu'ils ont à se reprocher des choses. On dit qu'on ne comprend pas cette guerre d'Algérie, pourtant elle est toute simple. C'est pas une guerre, c'est un peuple qui a réagi à une oppression et c'est tout. On est resté 4 ans. 66. On a essayé de voir si on pouvait continuer à vivre, si on pouvait, parce qu'après tout, c'était notre pays, on a tous les nôtres enterrés là-bas, on avait notre situation, on avait notre gamine, on s'entendait bien avec eux. Mon Dieu, bon, mais ça n'a pas été trop dur, Mais on s'est aperçu. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une haine profonde contre la France. Vous savez, nous, on aurait été ravis d'être... Bon, on est ravis d'être ici en France, hein, sûr. Mais rien ne vous dit qu'on n'aurait pas été plus heureux là-bas, hein. On ne peut pas raconter ça, c'est une naissance, c'est une... On peut pas, les mots ne viennent pas. Nous-mêmes, quand on se rappelle, on pleure, on ne sait pas. Quelque part, on pense que c'est la joie, mais ça a été la tristesse. Les souvenirs, les morts, les parents qui sont morts, les amis. On parle d'1,5 million, mais je ne sais pas personnellement, je ne sais pas. C'est une partie de l'armée, de responsables qui ont pris le pouvoir par les armes. Et ça dure jusqu'à maintenant. Ça a été un peu le premier coup d'État en Algérie. Je vous donne le point de vue d'un maquisard. Dans ma tête, il était impensable de continuer la guerre ou de provoquer la mort d'Algériens. Personnellement, moi, vous savez, j'ai quitté l'armée le 23 septembre 62, 2 mois après l'indépendance. Et comme moi, il y a eu des milliers. Et on a estimé que notre mission était terminée. Le gouvernement algérien a été installé, ça y est. Et j'ai repris la vie civile. On s'est dit, nous avons rempli notre devoir vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de Dieu, et ça nous suffit. Ça nous suffit.